Bonjour tout le monde, c'est Valil. Je me lance aujourd'hui pour essayer de vous tourner un vlog de printemps que j'aurais voulu faire plus tôt et que je ne sais pas exactement à quel moment je vais réussir à publier. J'espère qu'au mois d'avril, en ce mois d'avril, je vais y arriver. Je voulais aborder certains thèmes, quitte à les faire courts si j'y arrive, c'est-à-dire montrer des choses qui sont présente dans mon environnement en ce moment, quitte à ne pas développer et à revenir plus tard et à développer plus tard dans d'autres vidéos. On va voir. À l'heure où je tourne, je ne sais pas. Bienvenue sur la chaîne si c'est la première fois que vous arrivez. Bon retour pour toutes les personnes qui me connaissent déjà, avec qui on se connaît déjà. Je me suis dit qu'un vlog n'était pas superflu. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Et je sais qu'après tout, j'aime bien les vidéos des personnes qui font, quand j'arrive à les regarder, des bilans, des points sur où est-ce qu'elles en sont dans leur cheminement ou dans leur pratique cartomantique. Donc je vais essayer, voilà. Je vais essayer de faire une vidéo sur différentes thématiques. J'ai pris des jeux, quitte à me, entre guillemets, à me tirer un peu une balle dans le pied, c'est-à-dire à vous présenter d'avance sans faire tout un suspense sur de quoi on va parler dans la vidéo. C'est pas grave, ça m'intéresse pas. De faire suspense. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller un peu droit au but et d'avancer avec ça. Donc, rapidement, où j'en suis dans ma pratique en avril, les thématiques, les questions que je m'étais posées, les jeux que j'utilise, les jeux que je pense à utiliser que j'utilise pas, éventuellement la question de la gestion de collection, la question du declutter, on dit en anglais, donc du tri, du rangement, de la revente, de réduire sa collection. Les Anglais disent aussi downsize, si jamais vous avez besoin du terme pour naviguer les vidéos anglophones. Peut-être aussi, voilà, des idées de création, des idées de vidéos, thématiques, vidéos-réponses. Je vais voir ce que j'arrive à aborder aujourd'hui déjà. Première chose, par rapport à ce que j'ai sous les yeux, ça va peut-être me permettre de guider ce que je vais dire. En général, j'ai remarqué depuis 2 ans qu'il y a un cycle dans les jeux que j'utilise et qu'il y a quand même certains mois ou certaines saison où j'ai des poussées de certaines envies ou de certaines énergies et ça se reflète dans les decks que je prends, dans les decks que j'utilise. Je m'étais posé la question parce que je suis pas sûre de pouvoir l'affirmer encore. J'avais déjà beaucoup réfléchi sur ma pratique du tarot en 2019, etc. quand j'avais lancé mon Patreon. Ce sont donc des vidéos qui ne sont pas accessibles puisqu'elles étaient privées, elles étaient payantes. Sur notamment la gestion d'une collection, comment ça fonctionne, comment je raisonne avec mes jeux, comment je les choisis, comment je les range, bon bref. Mais du coup, il y avait une période dans ma vie, l'idée c'est juste de dire où je réfléchissais beaucoup à comment je fonctionne. C'était centré seulement sur certains axes de questions, et je faisais tellement de choses, tellement dans tous les sens, que je me posais... Il y a d'autres questions sur mon rapport à la cartomancie, au deck et tout ça, que je me posais pas. Donc là, en fait, en gros, et puis j'ai eu une période où de toute façon j'étais trop malade et j'ai été complètement à l'arrêt pendant 2 ans, je pense, facilement. Donc, au moment, grosso modo, où j'ai repris à lancer la chaîne en 2024, j'ai commencé à revenir un petit peu à mes pratiques et à des réflexions. Et je pense que c'était peut-être même 2025 où vraiment j'ai essayé de reprendre des notes, ce qui est compliqué pour moi parce que j'ai pas trop le droit normalement d'écrire, de réfléchir, de faire des choses minutieuses, manuelles, répétitives et très cognitives. Mais j'ai quand même repris un journal de notes pour essayer de noter certaines choses et notamment, ça je les avais montrées dans je sais plus quel vlog, il faudra que je retrouve et que je mette la vidéo en lien description après, au montage, enfin au montage, à la publication. J'avais fait un vlog où j'avais dit j'ai essayé de lister tous les jeux que j'utilise par mois pour qu'au moins, même si je rédige pas, pourquoi j'ai pris tel jeu, qu'est-ce que j'ai ressenti, il n'y a pas de réflexion, mais au moins il y a une liste pour que je puisse retrouver qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pratiqué, qu'est-ce que j'ai utilisé, et de pouvoir revenir dessus 6 mois après, 1 an après, etc. Là, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé, mais je pense que ça fait donc 1 an et demi. Et ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas en 2025, je l'ai fait sur toute l'année et j'ai vraiment une liste, je me suis fait un tableau des 12 mois, etc. Voilà, j'avais fait ça. Et donc j'en avais parlé un petit peu de ce système de noter les jeux. Et là maintenant, ça commence, j'essaie d'aller un peu plus loin. Bref. J'ai remarqué qu'au printemps, il y avait quelque chose, mais je trouve que genre 1 an de recul, c'est pas assez pour tirer une conclusion. C'était ça que je voulais dire. Même si j'ai commencé ce tableau et tout ça, j'ai commencé ces listes, 1 an, c'est pas assez. Et même 2 ans, on pourrait dire c'est une coïncidence. Si au bout de 3 ans, ça commence à revenir encore, je me dis là, on n'est plus trop dans la coïncidence, on est peut-être quand même dans une dynamique que je suis en train d'observer. L'idée, c'est ça. Et donc, quelle est la dynamique que j'ai
observé, c'est que au printemps, il y a quand même vraiment un phénomène d'extériorisation, je vais y arriver, du soi, qui est moi ici dans ce cas-là, des énergies qui essayent de croître un petit peu. Alors évidemment, des énergies qui croissent quand on est malade chronique et qu'on a des rechutes et tout ça, c'est pas simple à résumer, à développer, mais il y a quand même quelque chose qui va vers l'extérieur, qui pousse, qui grandit. Une envie de couleur, une envie de végétal, une envie probablement d'être un peu alignée avec le rythme de la nature, même si c'est pas simple, parce que j'ai pas envie de le fantasmer non plus, et je voudrais pas dire ça si ça n'est pas ça, mais en tout cas, je reviens à quelque chose à la fois de créatif et quelque chose qui est pas mal de l'énergie du printemps en fait, hein, de cette pousse qui sort de terre, de ce truc qui grandit, qui fait des feuilles, etc. À la fois au sens métaphorique et au sens en fait genre littéral et visuel. Parce que j'ai l'impression que quand le printemps revient, c'est la phase où j'utilise le plus mes decks sur la thématique nature en fait. Nature et plantes spécifiquement beaucoup. Euh, Il y a une période, mais je sais plus si j'en avais parlé, je pense que c'était en avril 2024 ou en juin 2024, j'avais commencé à faire un peu des vlogs, et notamment j'avais acheté le... Attendez, je vais me retourner. J'avais réussi à acheter la version mass market de James Oracle. Alors ce qui est compliqué, c'est qu'il est sur fond noir, donc ça peut lui donner un aspect sombre, et on pourrait totalement vouloir l'aligner avec une autre saison que le printemps. Mais moi, je pense que je l'avais acheté à ce moment-là, et j'avais raisonné avec à ce moment-là, j'avais commencé à l'utiliser en fait à ce moment-là. Donc je ne l'ai pas ressorti visuellement parce que vous voyez que la boîte elle est chiante, elle est grosse, mais c'est aussi que je ne l'ai pas encore utilisé là. Ça me titille un peu, mais je ne l'ai pas encore ressorti. Et c'est pas le seul, c'est surtout ça, c'est pas le seul. J'ai d'autres jeux de nature et de plantes, mais là je me rappelais juste de quelque chose dont j'ai parlé dans le passé, sur la chaîne, donc je le rementionne. C'était une période où je m'étais rendu compte qu'il y avait ça. J'avais aussi ressorti le tarot, comment s'appelle-t-il? Le Herbcrafter Tarot. J'avais tiré, en fait j'avais travaillé avec plus précisément, j'avais regardé les cartes, j'avais à nouveau regardé le livret parce qu'il a une structure tarot qui est réécrite, il y a beaucoup de numérologie, mais c'est de la numérologie qui est appliquée à des principes un peu herboristes ou permaculture ou je sais plus quoi. Donc là je grossis à mort, en tout cas il est lié à des principes, des cycles naturels, mais c'est probablement pas la permaculture au sens littéral, là je l'emploie en termes métaphoriques. Hein. Si jamais vous vous souvenez et que vous êtes capable de résumer en 2-3 mots l'univers et la théorie de la réécriture des suites et tout ça du tarot Herbcrafter, mettez-le en commentaire, ça sera super utile pour les gens qui regardent cette vidéo, pour qu'ils aient une information à jour. Là tout de suite maintenant je suis pas capable de le résumer. Mais du coup voilà, je m'étais rendu compte que je sortais vers ça, j'en ai d'autres. Alors j'ai le Woodland Wardens de Jessica Roux, mais ça c'est un thème, pas un terme, là, je vais y arriver. Un thème qui est à la fois plantes et animaux, mais on est dans la nature tous les deux, donc ça marche, ça pourrait marcher, sauf que je lui donne une vibe hyper automnale et hivernale, donc en fait, je l'utilise pas au printemps. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il a tendance à être plutôt dans une autre saison, même si c'est un très bon oracle qui répond à plein de choses, à plein de dynamiques différentes, et donc en fait, je suis capable de l'utiliser toute l'année. Il peut totalement sortir de sa saison, mais c'est pas le type de jeu que je voulais montrer là. J'avais fait une vidéo, je sais plus quand aussi, sur le thème de la nature et le tarot landscape. Tout ce que ça m'avait fait réfléchir, etc. Mais je sais plus en quelle saison je l'ai acheté, vu que je peux pas préparer les vidéos. Donc je sais plus si c'était en juin aussi, ou si c'était plus tardivement. Il avait une vibe automnale, il me faisait penser à de la nostalgie, donc je pense que je l'avais plutôt casé dans la saison d'automne. En tout cas, voilà, il y a des jeux vraiment de ma collection qui ont l'air de ressortir à cette période. Et là, je crois qu'on va vers la 3e année. J'ai l'impression qu'avec le printemps, il se passe ce truc. Cette année, c'est ça l'idée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ressorti exceptionnellement de ma bibliothèque ces 2 jeux qui ont été mes 2 jeux fétiches il y a 6 ans. Et puis en fait, voilà, il s'est passé des choses autour de ces jeux qui m'ont fait m'en éloigner et j'ai été incapable de les utiliser pendant tout ce temps. Je pense que j'ai dû essayer 1 ou 2 fois de les ressortir, de les regarder, mais ça ne passait plus du tout. Donc ils étaient vraiment out de ma collection et je n'ai pas pu les utiliser. Et cette année, au moment de la question du printemps, bah, c'est là que ça a commencé à me titiller et ça a repris. Donc je suis en train de voir comment gérer mon propre vécu avec ces jeux et mon propre blocage pour essayer d'y revenir. C'est tout un autre sujet qui pourrait faire une autre vidéo, mais je sais même pas si je pourrais en dire des choses parce qu'en fait ça parle de thématiques et d'événements surtout. Il faudrait des exemples, il faudrait des exemples de vécu.
Et je vois pas comment parler de ces dynamiques sans donner d'exemple de vécu, sinon on va être dans l'hyper abstrait. Et si c'est abstrait, on ne comprendra rien. Donc, à moins que j'accepte de me livrer sur des exemples de vécu pour illustrer la dynamique que je trouve à l'œuvre sur les blocages émotionnels et certains jeux, les blocages de vie et certains jeux où on n'arrive plus à les utiliser, etc., je pense que ça mènera nulle part. Mais voilà. En tout cas, sachez que j'ai eu ce genre de réflexion avec ces jeux-là. Et je me suis dit, bah, on va voir, est-ce que justement je reprends le Herb Crafter, est-ce que je reprends le Dirt Gems, je vais y arriver. Il y a aussi le Seed and Sickle qu'on m'avait envoyé, je pense que c'était en juin. Est-ce que c'était en juin 2024, 5? En tout cas, voilà, j'avais intégré ce nouveau jeu de plantes dans ma collection, mais j'en ai parlé dans un des vlogs. Je lui ai trouvé, en fait, je l'ai calé sur une fréquence très précise dans ma collection, et du coup, c'est pas lié à une saison. Le Seed and Sickle, il me permet de faire, grosso modo, des tirages énergétiques, des diagnostics énergétiques et des choses comme ça. J'ai l'un ou l'une d'entre vous qui m'avait posé une question hyper intéressante sur qu'est-ce que tu veux dire par énergétique, etc. Je n'ai toujours pas tourné la vidéo parce que je galère à créer, je galère à rédiger quelque chose de préparé et tout ça, mais je n'ai pas oublié. Et sur le papier, c'est toujours prévu. Je sais juste pas quand j'arriverai à le faire. J'aimerais bien cette année. Et j'ai ressorti des notes, mais je promets rien. Donc, le Seed and Sickle, il est ajusté sur cette fréquence-là. Je parle de fréquence pour parler de choses métaphoriques, mais je le ressens aussi intérieurement en certaines fréquences parce que c'est un truc qui est intuitif, médiumnique et énergétique. Et donc, il me sert du coup à cet objectif, les diagnostics énergétiques. Et du coup, les diagnostics énergétiques, je peux en faire toute l'année. C'est pas du tout lié à une saison. Par ailleurs, il a des énergies que je trouverais mixtes, tantôt sombres, tantôt claires. Et il est quand même conçu, je sais pas si vous vous souvenez. Attendez, je vais l'ouvrir. C'est un jeu qui est ultra liminal parce qu'il est construit, déjà de principe, il est conçu avec 2 livrets. Il est conçu avec l'aube et le crépuscule en fait. Donc il a une partie claire, une partie sombre, pas juste de ce que moi je ressens sur les illustrations et quelles sont les couleurs qui sont employées, mais aussi vraiment dans sa conception. C'était voulu. Donc on pourrait totalement dire, parfois il résonne très bien au printemps, parfois il peut vibrer en été, des fois ça va être plutôt automnal et un peu plus sombre, ou même hivernal, donc ça dépend. Je trouve que même le jeu tel quel, c'est pas juste parce que moi j'en fais un diagnostic énergétique, enfin un jeu de diagnostic énergétique et que je l'emploie toute l'année, même dans la façon qu'il a d'être, d'exister, d'être conçu, je trouve qu'il pourrait répondre toute l'année. Il pourrait aussi répondre à des thématiques culturelles précises, vu qu'il est très très liminal, il pourrait très bien réagir avec des problématiques irlandaises par exemple, mais c'est un autre sujet. Donc là, voilà, j'ai commencé à ressortir ceux-là. Au cas où vous ne les avez jamais vus, je vous les montre rapidement. Et ensuite, j'essaie de passer à une autre thématique. Ce sont des collages. C'est fait par Claire Mac, j'aurais dû le dire. Ce sont en plus des decks indépendants qui sont difficiles à se procurer, qui n'étaient déjà pas donnés à l'époque. Et là, désormais, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, j'aurais jamais été capable de mettre la main dessus, probablement. Donc je suis bien contente de les avoir achetés à l'époque. Et donc ça, c'est le deuxième, hein, c'est Illuminated Earth. Et c'est aussi Claire Mac, c'est la même autrice, j'aurais dû le préciser. Donc c'est des jeux assez spéciaux, qui ont un côté très abstrait. En tout cas, celui-ci... Ouais, non, mais les deux. Par moments, ils sont très abstraits, c'est vraiment... comment dire, c'est des formes géométriques. Bon, je veux dire, une goutte d'eau, c'est figuratif, mais vous voyez, parfois, ça frise l'abstrait, ou c'est vraiment des couleurs, des courants, des mouvements. Il y a quelques cartes très figuratives. Mais voilà. Et ce deck-là, c'est pareil. Hein. N'allez pas croire que pour moi, c'est uniquement un jeu de printemps. Hein. C'est pas du tout qu'un jeu de printemps. Il a aussi des énergies très sombres, très introspectives, hein, qui peuvent faire penser à une... Si je devais vous donner une image, à l'énergie de l'ermite, un peu. Du repli sur soi, de l'introspection. Il a des côtés qui sont parfois très automnaux ou très hivernaux. Donc ce jeu-là, c'est pareil, je pourrais totalement l'utiliser toute l'année. Et je pense qu'à l'époque, je l'utilisais toute l'année. Mais c'est juste que c'est le deck sur une thématique naturelle, avec le Fasted Gardens, que j'ai repris cette année à la période du printemps. Ce qui semble confirmer cette hypothèse qu'au printemps, j'ai tendance à prendre des jeux plutôt de... Enfin, pas plutôt, parce que c'est pas les seuls, mais il y a une dynamique qui me pousse en avant et qui me pousse vers les jeux de plantes, les jeux de nature.
Ensuite, je vais essayer d'aller sur une deuxième thématique pour que ce soit pas trop long. En gros, là, j'ai deux axes différents. J'ai des jeux qui sont intégrés à ma collection récemment, avec lesquels j'essaye de relationner. Et là, j'ai les 3 jeux, comment on appelle ça? Fétiche, mais c'est pas le mot fétiche que je voulais donner, parce que c'est pas tant une histoire de préférence, mais c'est les grands champions, en fait, globalement, de l'année dernière, de mon étude, mais tous les jeux que j'utilise par mois, sur toute l'année, etc. Et quels sont les jeux que j'ai le plus utilisés, qui reviennent le plus souvent, ce genre de choses. Donc je peux rester là-dessus, puis je reviendrai sur ça après. Euh, Celui-ci, ça n'a pas été une surprise, hein, je devrais pas être étonnée. C'est un petit Lenormand, au cas où vous ne connaissez pas d'ailleurs, j'aurais dû le dire. C'est l'Enchanted Lenormand de Kathleen Matthews. On voit que les tranches là, toutes blanches, elles sont commencées à être cornées, etc. Il a vécu, hein. Il a vécu. Donc c'est un petit Lenormand qui fait un peu conte de fées dans l'idée, mais en fait qui ne représente pas de conte de fées. C'est juste que la façon de représenter les objets au milieu, les... Je devrais pas dire les objets, les macarons, c'est pas non plus ça, mais en gros les scénettes qui sont sur un normand traditionnel. Par contre, on a effectivement un cadre un petit peu travaillé, qui fait un petit peu conte de fées. Mais c'est pas, il n'y a pas de surenchère, c'est pas comme le fairy tale le normand de Lisa Hunt par exemple, où vraiment ça représente des contes de fées. C'est juste il a cette thématique-là. J'aime beaucoup en fait la technique visuelle qui est employée. Je sais plus quel est le nom de l'illustrateur ou illustratrice, je pourrais pas vous dire. J'ai bazingué la boîte, bazingué, ça se dit pas, valdingué, bazardé. J'ai fait un mix des deux. La boîte, donc je me rappelle plus de l'autrice, non, de l'illustratrice. Je viens de me rappeler que j'avais quand même ça. Donc c'est Virginia Lee. Donc c'est ça, Enchanted Lenormand. J'ai la toute première édition qui avait été d'ailleurs publiée, hein, je le note, parce qu'en fait, il y a une des images, ou une des cartes où le cartouche il est faux. Il y a 2 fois la même carte sur... 2 fois le même cartouche sur 2 cartes différentes, et donc il y a une carte où c'est faux. Il y avait une réédition du deck où elle avait pu le faire modifier, et je me demande si elle n'a pas fait modifier des passages du livret aussi. Mais je ne l'ai jamais eu. J'ai été sage ce jour-là. J'ai décidé que j'avais déjà une version du deck. J'ai noté quelle était la carte où le cartouche était faux. Et donc j'ai décidé que je m'en foutais et que j'allais quand même pas racheter une deuxième version du deck. Quelque part, c'est dommage, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est un des decks que j'utilise le plus, donc ça aurait peut-être valu la peine d'avoir une version de secours au cas où celle-ci, elle se pourrit vraiment un jour. Ça aurait peut-être valu la peine. Sur un jeu que j'utilise autant, je me dis pourquoi pas, surtout que je crois que depuis, il est en... Faudrait que je vérifie, je me demande s'il n'est pas en rupture d'édition. Mais donc voilà, petit jeu, le Normand de Kathleen Matthews. C'est mon jeu à tout faire, parce qu'en général, quand j'utilise un Normand, je l'utilise pendant de très longs mois, voire de très longues années. Je switch très peu entre mes différentes versions de Petit Lenormand. J'en ai d'autres. Pendant un long moment, je n'utilisais que la version traditionnelle sur laquelle j'avais apprise, qui m'avait été recommandée par Kathleen Matthews et d'autres praticiens, praticiennes, pour apprendre à tirer avec, etc. Et en fait, je trouve que c'est très très marquant, visuellement, à quoi ressemble la carte dans le Petit Lenormand, parce que les cartes ont une direction, etc. C'est vraiment super important, et je suis beaucoup plus marquée par ça que par le tarot Rider-Waite ou le tarot de Marseille, et je sais pas pourquoi. Donc en fait, quand j'utilise un Lenormand pendant très longtemps, quand j'en change, je suis perdue. J'arrive plus du tout à reconnaître les cartes, parce que vraiment c'est imprimé dans ma mémoire. Je sors les cartes, c'est un réflexe, et ça déroule une espèce de tapis rouge de signification. Très étrange. Je crois pas avoir remarqué ça sur un autre type de jeu ou sur un autre jeu. Et vraiment, ça me le fait. Et l'autre jour, je crois que j'ai essayé, je trouvais plus celui-là. Je l'avais paumé, je sais plus où je l'avais mis. J'ai dû reprendre mon French Cartomancy. Et ouais, effectivement, j'étais perdue. Mais je sais qu'à un moment donné, quand j'ai utilisé très longtemps le French Cartomancy et que je suis revenue sur celui-là, j'étais perdue. De la même façon. Donc dans un sens ou dans l'autre, c'est que j'utilise un jeu très longtemps et j'en change plus. Et puis un jour, je me dis, bah, je reprends tel autre, ou voilà, et j'essaie de l'utiliser comme ça. Donc le Petit Normand, il est forcément dans mon top 10. Je fais des dizaines et des dizaines et des dizaines de tirages par mois dessus, parce que c'est mon jeu de vérification. Les questions fermées, oui, non, c'est le Petit Normand en général. Les questions d'investigation très compliquées, ça va être aussi du Petit Normand. Et j'utilise très souvent de multiples decks pour vérifier ce que je dois vérifier, pour avoir 2 langages qui se cumulent, et je vérifie si les messages se recoupent ou pas. Donc de toute façon, même si je vais utiliser un autre deck, il y aura un Petit Lenormand.
Et quand je suis fatiguée ou quoi, je peux très bien ne pas faire de deuxième deck et me reposer sur le petit normand. Donc de toute façon, le normand partout, tout le temps, y compris avec mes proches. Donc oui, c'est le jeu que j'emploie le plus, c'est clair. Et là, il se trouve que en ce moment, depuis probablement 2 3 ans, c'est celui-ci, j'en ai pas rechangé. Comme dit, j'ai essayé une fois le cartomancie, mais j'ai pas trop aimé de retrouver ce bins de cerveau là où cognitivement ça me fout la merde, pour le dire vulgairement, donc je suis restée sur celui-ci. Et à côté de ça, effectivement, le Marigold Oracle Cards, il est hyper fiable. De toute façon, c'est un jeu qui est dédié à ma déesse, qui avait été fait par une prêtresse de la déesse. Il est fait avec des représentations historiques, fidèles, etc. Enfin, plutôt fidèle, parce qu'encore une fois, on va pas dire que c'est du 100%, mais il est très très bien câblé, il est très bien aligné. Il convient bien aussi à la divinité de mon vécu, parce qu'il est difficile. Il produit des messages qui sont parfois un petit peu mystérieux ou qui sont toujours à double couche, triple couche, quadruple couche. Elle adore ça. J'ai remarqué qu'elle communique beaucoup par énigme comme ça, donc en fait ça lui convient bien. Et j'ai du mal à m'aligner avec un autre deck pour communiquer avec elle. Je peux le faire, hein, je peux totalement le faire, mais si j'ai un doute, de toute façon, je vais toujours revenir à celui-ci pour vérifier qu'il me donne la même réponse. Euh, Vraiment, c'est super fiable et j'arrive mieux à me connecter à elle en fait avec ce deck-là. Donc de toute façon, la Morrigan étant ma divinité tutélaire, patronne de travail, machin, prêtrise et tout ça, oui, je vais forcément avoir un deck pour elle au cours de l'année. Et donc celui-ci revient très régulièrement. C'est forcément dans le top 3. Du coup, là, on a un top 3. On pourrait faire un top 5, on pourrait faire un top 10, mais vraiment, ça, c'est les deux plus forts. Et en fait, la grosse surprise, ça a été celui-ci. J'en avais parlé dans le fameux vlog de juin 2025. En tout cas, il y a un vlog où j'avais parlé d'avoir acheté celui-ci et je m'en voulais, etc. parce que j'avais déjà le deck. Mais je l'avais trouvé à un prix vraiment pas trop cher, en mass market et tout. Et je me suis dit, vu que je bloquais un peu avec l'autre, il fallait que je voie si j'allais résoudre mon problème. Comme ça, je fatigue, donc j'arrive plus à articuler. Je suis désolée. Je pense que le plus simple, ça sera que je vous remette le lien vers la vidéo en dessous, pour pas refaire 2 fois le même laïus. Mais en gros, la taille des autres cartes était vraiment embêtante parce qu'elles sont trop grandes, elles sont difficiles à manipuler, etc. Et je voulais voir si j'arrive à trouver ce petit deck là et que je l'emploie et que je passe aussi par-dessus le problème de sensorialité parce que j'avais parlé du problème de la texture des cartes que je trouvais vraiment pas bonne, j'aimais pas du tout ça. Et écoutez, il y a eu ça je peux vous le donner, c'est la conclusion que je pense que je n'ai jamais donnée. Il s'est passé ce truc merveilleux que je suis passée par-dessus. Ça a demandé du temps, ça a été vraiment très désagréable pendant très longtemps. Ça reste un jeu, je suis pas fan de le manipuler au niveau des mains, mais il ne me trigger plus. Vraiment, il ne déclenche plus des espèces de trucs de dégoût, il me donne plus de frissons, de douleur quand je le manipule, enfin c'est très très bizarre. Donc ça s'est calmé, et du coup clairement, étant donné que l'obstacle principal c'était celui-là, ben, c'est redevenu plus facile de tirer avec, et surtout ça a confirmé ce que je pensais qui était, quand je faisais des tirages avec mes alliés là-dessus, j'avais vraiment besoin d'espace de langage. Un peu comme un petit Lenormand au final, j'avais besoin de construire des phrases à l'aide de multiples cartes, des phrases, des adjectifs, ou différentes phrases, même parfois c'est plusieurs phrases, des côtés, enfin bref, mes tirages se structurent, ça serait une autre vidéo à faire, mais ce serait trop compliqué. Comment se structurent mes tirages de façon intuitive, sans préposition fixée, mais il y a quand même des structures dans mes tirages. Il fallait plus de place. Et clairement, avec un truc où la carte, elle est énorme, je pouvais pas l'utiliser. J'arrivais pas. J'avais pas la place, donc j'ai tiré avec celui-ci. Et clairement, quand je me suis mise à utiliser celui-ci, j'ai pu étaler, j'ai pu déployer. Et donc je tirais plein de cartes. J'en tire pas 2 3, j'en tire plein. L'autre est excellent en résonance énergétique, en image d'hôtel, en réflexion, support de méditation, support de voyage, plein de choses comme ça. Donc j'apprécie d'avoir l'autre quand même. Mais celui-ci, il est vraiment beaucoup plus maniable, il est vraiment beaucoup mieux, quoi, en fait. Donc, et il y a quand même de l'énergie dans les cartes. Je me suis fait aux petits changements lumineux. Il y a quand même des teintes qui sont parfois plus contrastées, et ci et ça. Mais toutes ces petites subtilités, je vois bien que je m'y suis faite à l'usage, parce qu'en fait, c'est l'usage qui prime. Il est devenu tellement plus pratique à utiliser, tellement plus agréable, tellement plus facile. Je peux m'en servir. Je peux. Donc, en fait, ça prend le dessus sur tout. Ça prend le dessus sur tout. J'ai aussi remarqué par ailleurs que j'ai besoin de place
j'ai besoin de place pour tirer, mais j'ai tout le temps du bordel, voilà, j'ai du mal à me faire de la place pour bosser. Donc si je voulais faire des trucs avec des très grandes cartes et des grands machins ou des grands étalements, comme ça a pu être le cas dans le passé, en fait je n'arrive plus. Donc on remarquera quand même que les 3 decks qui sont là tout le temps, c'est 3 mini-decks. Mini le Normand, parce que le Normand traditionnel, il n'a pas cette taille-là, il est plus grand. Mini deck pour l'oracle de la Morrigan, ils appellent ça du poker size, mais c'est vraiment des mini cartes. Et ça, bah, c'était un mini deck. C'est bien vendu comme un... Ah, pocket, oui, c'est parce que c'est pas mini, c'est pocket le terme. Un jeu de poche. Et effectivement, quand je me déplace hors de chez moi, du coup, bah, je peux les mettre dans le sac. J'ai pas peur de les abîmer, parce que notamment le tin là, qui est vraiment bien fichu pour... le Wild Unknown, c'est extra. Ça, vous voyez bien que de toute façon, il a vécu malheureusement, donc j'ai accepté qu'un jour ça va se déchirer, etc. Les cartes sont quand même pas trop mal protégées. Au pire, je le fous dans une pochette, et c'est pareil, ce deck, il est fait pour vivre. Les tranches, elles ont quand même énormément vécu. La couleur est complètement passée, les angles, voilà. Et de temps en temps, le blanc, on voit bien sur les cartes, enfin, pardon, le noir autour des cartes, il commence à avoir des petits pets de blanc, mais je m'en fous, en fait. Voilà. Concrètement, c'est des jeux qui sont faits pour être utilisés. Et quand on voit qu'il y a des dizaines, des vingtaines, des je sais pas combien de tirages par mois avec ces decks-là, de toute façon, ils sont là pour vivre, quoi. Donc ça, c'était mon top 3 de 2025, je pense. Mais là, en fait, je regarde comment a commencé 2026. Il y a des jeux d'études, il y a des jeux d'emploi autour de ceux-là. Mais en fait, ceux-là, c'est ceux qui sont tellement récurrents en quantité. En fait, il y a un fossé entre le nombre de fois où j'utilise ces tirages-là, ces jeux-là, pardon, en tirage, et d'autres jeux. Donc je m'étais dit que ça valait peut-être le coup de revenir dessus, parce que j'avais pas forcément fait de bilan, et vraiment le Wild Unknown, je le savais déjà, que c'était un très bon deck. Je suis juste désolée parce qu'en fait j'avais fait des vidéos d'analyse qui parlent de ce deck et qui sont donc inaccessibles, puisque c'était les vidéos privées de Patreon. Un jour, ça vaudrait peut-être la peine que je fasse une présentation de ce deck, ou de mon historique avec ce deck, pour justement qu'il y ait au moins une vidéo sur la chaîne qui explique ce que j'en pense. Mais en attendant, voilà, j'avais fait le vlog qui parlait du fait de l'acquérir pour y revenir, et je peux vous confirmer que vraiment c'est... Enfin, ce jeu, il est excellent, il vaut le coup de l'avoir dans la version Pocket, et même si on a le choix contre une des deux versions, de toute façon, je pense qu'il vaut mieux prendre la Pocket. Il est plus maniable, sinon vous allez galérer à le mélanger, les cartes collent, les cartes sont trop grandes, il faut plein de place, etc. Et pour voir s'il marche bien avec vous, de toute façon, il faut mieux commencer par la Pocket. C'est moins cher que l'autre, ça prend moins de place, c'est plus maniable, et si jamais vous l'aimez bien, vous pourrez aller vers la seconde, la plus grande. Mais je pense que de toute façon, la Pocket, elle explose tout en termes de maniabilité. Pareil, donc on va passer sur la maniabilité, mais on va passer sur les jeux, les autres types de jeux du moment. Alors, j'ai laissé ça dans un coin parce que je vais peut-être faire un aparté après. Donc, j'ai pu acquérir ces jeux-là. C'était pas gagné. La campagne Kickstarter a été vachement longue. J'avais vraiment... pris la tête, fait des tableaux comparatifs, des notes, des machins, du journaling pour savoir est-ce que je le prends ou est-ce que je le prends pas, comment je me débrouille pour le prendre parce que c'était des sommes astronomiques. Et c'était avant les tarifs, dites-vous. Donc en fait, je m'étais dit, ça faisait des années que j'avais pas fait une Kickstarter. J'avais raté le Gentle Tarot quand il est sorti en 2020. En général, j'ai des blocages avec les jeux qui sont super à la mode et qui sortent d'un coup. J'avais détesté l'espèce de truc où on voyait ça partout, ça m'avait fait un blocage sur le jeu. Je me suis dit, je ne ressentais de toute façon pas d'appel, donc j'ai dit je laisse ce jeu de côté, et si jamais un jour je dois y revenir, qu'il doit recroiser ma route ou quoi, j'y reviendrai. Et donc quand elle a sorti la campagne pour le Mindframe Fire, qui est un oracle, elle a ressorti tout un tas de trucs pour le Gentle Tarot, différentes éditions, différents formats, bref. Donc je m'étais fait l'énorme cadeau de faire ça. Les tarifs étaient ultra bas en fait, ils étaient tellement bas que même avec les frais de port exorbitants des États-Unis, c'était quand même intéressant d'avoir fait la campagne. C'était pour vous dire, mais par contre, moi je sais que c'était un extra, j'avais décidé que ce serait un des seuls. Sur un jeu indé, et en plus un jeu Kickstarter, et encore pire, des jeux des États-Unis, je m'étais dit c'est risqué. J'ai rassemblé des fonds parce que je me suis accordé ce truc. Parce que je me suis pris 2 versions du Gentle Tarot et je me suis pris le Mindframe Fire avec le livre du Gentle. Bref, je me suis fait tout un ensemble. Et là où on a été bien niqué, c'est que Donald Trump a fait n'importe quoi derrière. Il est en train de tuer son pays, il a mis les tarifs. Et donc, les tarifs sont venus
après la campagne. Sauf que comme la campagne n'avait pas été remplie et qu'elle a pris un temps fou à être imprimée, bah on n'avait pas reçu les jeux et les tarifs se sont appliqués pour nous et les histoires de frais de douane, et bah, c'était tout un bazar. Donc j'ai quand même eu des petites surprises. J'ai géré, c'était de toute façon pas la faute de l'autrice, clairement, elle n'y peut rien à la politique de Trump, hein, et c'était à moi d'anticiper qu'il peut y avoir des imprévus de toute façon. Bref, donc je me suis accordé ce truc. Et à cause de ce que j'avais observé sur les mini-jeux, comme je vous l'avais dit, au passage, j'avais aussi entendu quand même de très bonnes choses de la part de Katou Taro sur la version mini du Gentle, pour lesquelles elle a aussi des critiques, mais elle avait aussi des choses chouettes. Et comme j'avais observé que je me mettais de plus en plus à utiliser des mini-jeux, je me suis permis de prendre le Gentle Tarot. Soit je l'ai payé, soit d'ailleurs il était même offert dans un des tiers, ou bref, donc je sais plus, mais de toute façon je l'ai pris. J'ai aussi la grande version. Et je me suis dit, on va regarder ce qui vient, comment ça se passe, comment je le ressens, qu'est-ce qui vient en premier. Le tin est quand même assez chouette parce qu'il a cette espèce de matière qui est pas comme les tins d'habitude. C'est pas du carton qui permet de te tenir le jeu en place, c'est une espèce de petite mousse, et donc ça amortit les chocs, ça amortit aussi les sons. Je pense que c'est un peu plus durable et un peu plus protecteur pour les cartes au passage, j'ai trouvé ça cool. Et quand je l'ai eu en les mains tout de suite, je me suis dit, effectivement, c'est vraiment tout petit. Mais c'est tellement agréable. J'ai un énorme deck de 78 cartes là-dedans, là, juste dans les mains. Et je peux le manipuler facilement, je peux le mélanger facilement. Je peux aussi utiliser plein de cartes, et je vous dis, faire des énormes tirages où il va y avoir des cartes partout, des structures, des machins. Vraiment, les mini-jeux, je me rends compte que j'ai un goût... une appétence, désolée pour le terme bizarre, mais c'est celui qui m'est venu, une appétence pour les mini-jeux. En fait, ça commence à me plaire de plus en plus. Je me rends compte, alors aussi j'ai perdu de la motricité, j'ai peut-être perdu de la force dans les mains, dans les bras. Avoir un gros deck, c'est tout de suite tout un truc. Avoir un petit deck, ça rend la chose accessible à porter, à transporter, à voyager avec, mais même juste à transporter de ma bibliothèque jusqu'à mon bureau. À transporter de mon bureau jusqu'à la table du salon ou je sais pas quoi, à transporter dehors. Vraiment, le poids, la facilité d'emploi, etc., je me rends compte à quel point ça peut être un frein à la pratique. Donc, mini-jeu, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Je crois, mais je suis plus sûre, en fait, je sais pas, et ça, c'est pas marqué, quel est le print enfin, la version d'édition de ce truc-là. Est-ce que c'était un ancien Gentle Pocket qui date de 2020, qui lui restait, et donc c'est là, je sais pas, première ou deuxième édition, ou est-ce que c'est une édition qui a été refaite? Parce que lors du Kickstarter, elle avait communiqué qu'elle avait justement refait toutes les cartes. Elle est vraiment, mais... c'est une brute de travail. Pourquoi? Parce que donc la version d'origine, c'est la version tarot standard, que j'aurais dû vous montrer. Attendez. Je vous en montre une. Donc ça, c'est la version de base. En taille. Et donc, en fait, forcément, la première fois sur la première édition, quand elle a retaillé les cartes pour en faire des cartes pocket, qui sont donc quand même moins hautes, donc on perd en hauteur, en plus de perdre en largeur, il y avait un manque à gagner, et donc en fait il y avait des illustrations qui étaient un peu coupées, elle avait dû modifier des éléments. Et il y a des cartes sur lesquelles je trouvais que ça marchait vraiment beaucoup moins bien, il manquait quelque chose, et moi je trouve qu'on sent que le deck il est conçu sur cette taille-là, parce qu'elle a une gestion de la couleur, de l'espace, des négatifs, et de la composition, je trouve, elle se ressent physiquement. Elle se ressent au niveau sensoriel quand je lis l'image, au niveau intellectuel, au niveau cognitif, au niveau plein de choses, et énergétique. Et donc, moi, quand j'avais regardé les jeux il y a très longtemps, 2022 je pense, je savais que j'aimais pas la version mini en fait. Je n'aimais pas. Je me sentais à l'étroit, je me sentais trop petite, il manquait des éléments, tout était tassé, j'aimais pas. Et je crois que pour la version Kickstarter, elle a refait le design des cartes pour que ce soit plus fidèle, et pour qu'on ait vraiment une version mini de la carte de départ. Donc elle a redimensionné, elle a redéplacé des éléments, elle a fait un travail de fou. Donc je sais plus. Est-ce que moi j'ai une ancienne version ou est-ce que j'ai bien cette version remaniée? Pour le linen, je crois que ça a été fait aussi, parce que le linen, il n'a pas la taille standard, il est légèrement différent, je crois. Oh mon dieu, il faudrait vérifier tout ce que je dis, mais c'était tellement intense. Il y avait tellement d'informations en anglais en plus sur cette campagne, tout ce qui était changé. En fait, et moi j'ai une mauvaise mémoire, j'ai été noyée dans la masse. Donc j'espère que je vous dis pas une ânerie, mais je sais que j'ai vu des articles, tantôt Patreon, tantôt Kickstarter, où elle avait effectivement remodifié les cartes. Et je trouve que, désormais, d'avoir les deux et de commencer à mettre les deux en relation,
la version retaillée là du petit, parce que je crois que c'est la version retaillée, en tout cas ça me donne cette impression, j'adhère mieux. Je comprends mieux le principe, même si parfois je me sens quand même à l'étroit. Elle utilise en fait, on pourrait se dire oui mais il y a une grande carte mais il n'y a pas grand chose représenté dessus. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, c'est un fond noir, pourquoi est-ce qu'on fait une carte aussi grande pour ça? Mais en fait, l'espace que vous avez autour, il dirige le regard. C'est la question d'avoir un troisième plan, un plan milieu, un premier plan, ça joue. Le fait d'avoir de l'espace autour, et en plus ici monochrome, il vous permet de respirer. Il vous permet d'avoir un espace de sensorialité réduite aussi. On ne vous surcharge pas de couleurs, on ne vous surcharge pas de symboles. Je trouve que c'est très important dans ce qu'elle fait. Et du coup, ça se sent, ça se sent. Et donc quand je vois les petites cartes, il me manque des choses, il me manque cet espace, il me manque cet air qui circule, cette liberté du regard, mais vraiment, moi ça me fait respirer. Il y a un rapport à l'espace, à la sensorialité sur la carte que je trouve très fort dans ce qu'elle fait, Marie. Mais au moins, les cartes ayant été revisitées, j'ai l'impression d'avoir quand même l'essence de la carte dans les petites. Donc c'est très chouette. C'est très très chouette. J'ai pas forcément grand chose à en dire d'autre que ce que je reçois, ce que je ressens de son travail. Parce que par rapport au tarot, ou réécriture du tarot, ou moi dans quel cas je vais l'utiliser ou pas l'utiliser, j'y suis pas. C'est trop tôt. Pour l'instant, je l'utilise pas du tout à grande dose. Je l'ai utilisé au contraire à toute petite dose. J'ai laissé des cartes sur mon bureau, sur mon hôtel décanté. J'avais fait un tirage du jour ou je sais plus quoi, où j'avais vraiment essayé de déployer une idée. Voir ce qui me préoccupait à ce moment-là, et je me suis dit, voilà, je laisse une journée, j'essaye de voir si j'arrive à le mettre en relation avec ce qui m'arrive, et ensuite je vais le ranger. Je pensais vraiment que j'allais le laisser 24 heures. Et en fait, j'ai été incapable de le ranger, le tirage que j'ai fait était ultra important, et il est resté 15 jours sur mon hôtel. Ça, c'est des trucs aussi dans ma façon de travailler qui sont un peu compliqués, parce que c'est pas prévisible. Là, le message qui est sorti dans la carte, c'était pas du tout juste un message du jour. C'était un message vachement plus important et c'est pour ça que j'ai senti qu'il y avait un truc. J'ai dû le laisser décanter. Je l'ai vraiment compris plutôt au bout de 15 jours. Donc au final, si dès que je fais un tirage, il dure 15 jours, vous voyez, genre, je vais pas l'utiliser fréquemment le deck. Donc bon, ça peut changer, c'est pas toujours comme ça, c'est pareil, c'est pas forcément une règle fixe, mais il y a des surprises, quoi. Il y a des surprises. Et je ne l'ai pas utilisé, donc des tonnes. J'aimerais bien commencer aussi à le mettre en rapport avec celui-ci. Désolée, je cache toute la lumière en passant. Mais justement, je me suis rendu compte que j'arrivais mieux à tirer le petit. Là, tout de suite. Je me suis sentie bête. Je me suis dit, bah voilà, j'avais pris le grand parce que je savais que je préférais le grand. Mais est-ce qu'au final, le rapport à la pratique, au fait de ce soit maniable, ce soit prise en main, ce soit plus facile de faire un tirage, ce soit plus facile de comparer la carte au livre ou quoi, ben je me demande si à terme je vais pas me servir que de la petite. C'est ma crainte, mais comme dit, on va voir, c'est trop tôt pour jauger. Et donc le gros, il est vraiment beaucoup plus massif, quoi. Les cartes sont assez lourdes parce que j'ai pris le cardstock standard qui est beaucoup plus épais, enfin qui m'a l'air en tout cas plus épais que le linen. C'est quand même un beau bébé, il est beaucoup plus lourd. Du coup, heureusement, c'est une carte standard, donc une taille standard, donc il n'est pas non plus... Enfin, ça reste une taille tarot, quoi. Il n'est pas imbitable à mélanger, il n'est pas trop chiant à prendre en main. C'est juste que ça reste plus dur à manipuler. Je me rends compte, hein, le petit, c'est tellement maniable que ça prend le pas sur le reste. Donc je vais voir, il y a quand même, je vous dis, un rapport à l'illustration où j'ai l'impression d'entrer plus dans la carte, il y a un mouvement d'immersion. J'ai l'impression qu'elle a des compositions qui, donc je l'ai déjà dit, qui dirigent le regard, mais qui du coup provoquent une espèce d'effet interactif, presque visuel interactif avec la carte, où j'ai l'impression d'entrer dedans, j'ai l'impression que ça vit, un peu comme le vieil exercice, alors je sais plus quelle autrice avait dit ça. Est-ce que c'était Rachel Pollack, est-ce que c'était une autre? De prendre la carte comme un frame, comme un tableau, et de se dire qu'il faut entrer dedans et interagir avec la carte pour voir ce qu'on ressent. On travaille ses ressentis, on travaille au pire son langage symbolique si on considère que c'est pas du ressenti, et on développe ses propres batteries de signification avec les cartes de tarot comme ça, ou en tout cas on interagit avec ce que, par exemple, la tradition Rider-Waite a voulu comme signification sur cette carte. Et là, ça me fait un peu cet effet-là. Comme des tableaux vivants, il y a un truc qui bouge, il y a un truc où j'entends, je peux entendre le bruit des feuilles, je peux entendre les oiseaux quand il y a un oiseau sur la carte. Ça marche mieux, ça marche vraiment, vraiment mieux quand la carte est en grand format, je trouve. C'est pas simple à... Alors, il faudrait que je prenne quoi? L'étoile? Bah là, j'ai celle-ci, je vais la laisser de côté, et là, il faudrait l'étoile.
Donc, vous voyez, quelque chose, par exemple, je vais descendre. Quelque chose qu'on ne peut pas retirer à la grande version, c'est que vous voyez, par exemple, le ciel, il est quand même plus grand en haut. Ça se voit pas grand-chose, mais moi, au niveau du regard, vraiment, ça me produit une sensation physique. Et en bas, clairement, vous voyez là, elle a essayé de tasser ici les couches, et elle a quand même remis un peu du violet clair en dessous, mais il y a toute cette partie-là qui n'y est plus. Tout l'océan n'y est plus. Le symbole qui est ici et le symbole qui est là n'y sont plus. Pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas si j'ai la version remaniée ou pas remaniée. Bon, bref. Et il y a aussi, on remarquera, il y a une couche de bleu sombre qui revient en bas et qui rappelle la couche du bleu sombre en haut. Et ça, on l'a pas sur la petite version. Et du coup, ben, au niveau intuitif, au niveau ressenti, au niveau symbolique, il peut vraiment manquer quelque chose. La question de la mise en relation avec le haut et le bas, elle manque. Donc c'est pour ça aussi, quand je fais des tirages avec les petites cartes, j'aurais tendance à toujours aller chercher la grande dans le grand tarot pour vérifier à quoi elle ressemble et pour vérifier au niveau des symboles s'il me manque quelque chose ou pas. Et donc la deuxième que je vais vous montrer, c'est l'étoile. Je suis désolée parce que je me rends compte que la luminosité a vachement baissé et je suis pas fan de l'énergie là... Enfin pas l'énergie, pardon, de la teinte visuelle que je vois. Alors attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Alors, j'ai essayé de bidouiller un peu la luminosité, on verra ce que ça donne. Là, si vous avez deux teintes, c'est normal, mais ça se voit pas exactement sur le... C'est dommage, il faudrait que je les prenne en photo. Ça se voit pas exactement à la caméra parce que tout est rouge, tout est très très rouge là. Mais ici, vous avez un bleu plutôt froid, plutôt jaune, on va dire. Un bleu qui tire vers le jaune. Ici, vous avez vraiment un bleu plutôt qui tire vers l'indigo. Donc, c'est pas le même bleu. C'est pas la... Bon, là, on le voit, à la limite. Même si au moins tout est rougi, au moins vous voyez la différence entre les deux teintes. Donc déjà, il y a ça qui change. Et Marie in the Sky est une personne qui travaille énormément ses couleurs. Elle a un rapport énergétique à la couleur, même si j'ai pas pu écouter beaucoup d'interviews, etc. Mais au cours de la campagne, elle a mentionné des choses. Et clairement, du coup, moi, ce que je ressentais sur ces jeux, je vois que c'est voulu. Hein. Donc je trouve que celle-ci est vachement plus froide. Je sais pas, il y a un truc particulier. Et donc là, c'est pas la même teinte et cette teinte change mon ressenti immédiatement sur la carte. Comme je lis, pas en cartomancie, je ne lis pas sur le modèle du rider, la lune, l'étoile, ça veut dire ça, etc. Je lis pas comme ça. Je peux me servir de ces idées comme une banque de ressources et ça m'arrive de m'aider de ça. Mais j'ai une lecture qui est donc intuitive, qui est basée sur mes ressentis, presque oraculaire, où le tarot, c'est une excuse. Donc, en fait, le changement de couleur, pour moi, il est très important. Et donc là, on voit qu'on n'a pas autant de noir, parce que le noir, normalement, il fait tout le tour. Et on a vraiment l'impression d'être encastré dans une baie, et presque d'être sur le bord de la plage avec elle. Et là, on n'a pas. Là, c'est coupé. Par ailleurs, on voit bien que là, en haut, on a vraiment l'étoile en entier avec la pluie. Là, l'étoile, elle est tronquée, donc il manque une partie du ciel quand même. Donc on voit que c'est voilà, c'est retaillé. Les images du petit, elles sont vraiment chouettes, elles marchent bien. Mais il n'y a pas toute son intentionnalité. Il n'y a pas exactement la composition qu'elle a voulu elle-même sur l'image. C'est juste que comme c'est une artiste indépendante, la chance qu'on a, c'est que c'est elle-même qui a fait les cartes et donc ça reflète quand même ce qu'elle voulait. C'était son choix de la couper comme ça. C'est pas comme si c'était l'éditeur qui avait tout recoupé lui-même à partir d'une case de base parce qu'il fallait faire plus petit et qu'il savait pas comment faire autrement. Elle a choisi. Mais pour moi, c'est pas le même projet. Et c'est ça que je voulais vraiment expérimenter aussi pour travailler ma façon, en fait, d'utiliser le tarot, ma façon d'utiliser les cartes et les images. Et sur un deck comme ça, très précis, construit par l'autrice, réfléchi, voir sur ces deux versions ces changements et pouvoir les étudier. C'est autant je voulais prendre le deck et voir comment je raisonne avec, que j'avais aussi envie de travailler sur ce système de changement d'échelle. Et de quand tu coupes tel élément, qu'est-ce que ça peut te faire ressentir, qu'est-ce que ça peut impacter, pas impacter, est-ce que ça impacte mais que c'est, en fait on s'en fout, c'est pas grave, est-ce qu'au contraire il y a des sujets sur lesquels ça va me gêner ou pas. Je voulais étudier ça, donc on pourrait dire que c'était assez niche, assez bizarre comme volonté, mais c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait de faire, voilà, parce que ça me permet de creuser très finement en fait, très en profondeur ma façon de travailler. C'est double, c'est-à-dire c'est à la fois, je vous disais, mes ressentis,
Donc c'est des ressentis émotionnels, des ressentis physiques par rapport à une carte. Il y a aussi tout ce qui est énergétique et médiumnique qui va se rajouter par-dessus. Et ça me permet aussi de creuser ma lecture des cartes, vraiment analyse des cartes, et ça c'est visuel, ça c'est intellectuel. Donc c'est tous ces niveaux qui se mélangent, et j'avais envie de ce support pour creuser la question, parce que j'en avais pas forcément d'autres qui auraient permis de le faire. Et en plus, c'est pas la seule raison pour laquelle j'ai acheté le deck, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est juste, c'était un intérêt profond que j'avais pour le projet et pour ce deck. En plus d'autres choses qui est, j'avais envie de soutenir une femme qui fait des cartes, j'avais envie de soutenir la communauté autochtone du Canada, le territoire du Canada, parce qu'elle relationne avec ça. Au passage, c'est une personne qui n'est pas du Canada, donc il y a aussi un rapport à la migration et à la mise en relation de différentes ethnies autochtones et de différents territoires autochtones qui peuvent communiquer les uns avec les autres, puisqu'elle vient d'ailleurs. Il y avait plein de choses, c'était un jeu mass market, c'était un jeu qui était comme un peu plus inclusif sur les corps et sur les représentations, même si à l'époque il y avait encore peut-être quelques petites choses qui n'allaient pas, et qu'au fur et à mesure du temps, par exemple sur la carte des amoureux, elle a proposé quelque chose de plus inclusif. Voilà, c'est pas la panacée, hein. Je vous renverrai à la chaîne de Katou Tarot pour tout ce genre de sujet, parce que c'est sa spécialité, et elle est informée, elle est concernée, et elle pourra vous expliquer des choses qui seraient tellement plus claires et plus pertinentes que ce que j'aurais à dire, mais sur l'inclusivité et sur la question des corps. Mais voilà, je mentionne. Donc il y avait vraiment beaucoup de raisons pour lesquelles je voulais aller dessus. Aussi la question de voir ce qui pouvait sortir d'un deck avec une personne qui était animiste. Il y avait le rapport à la couleur, justement, c'est ce que je vous dis. J'avais clairement senti qu'on avait une personne qui travaillait en énergétique visuelle, et j'avais envie de voir avec moi comment ça allait réagir. J'avais envie d'étudier tout ça. Non, il y avait 1000 raisons pour lesquelles acheter enfin ce deck. Mais une des raisons en plus, c'était celle-ci. Je vais faire une pause ici, et il restait éventuellement My Friend Fire pour aujourd'hui. Ok, je commence à fatiguer, je suis vraiment désolée, je risque de pas être très claire. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à reformuler des trucs en commentaire si jamais ça part un peu en cacahuète. Donc j'avais aussi acheté My Friend Fire avec un usage, enfin comment dire, une prévision d'usage qui serait clairement différente du tarot, Gentle Tarot, en essayant de bien dissocier les deux, parce que c'était quand même deux projets avec des choses très différentes dedans. Le tarot que je viens de ranger, je dis qu'on allait passer à autre chose, mais c'est pas grave. Pour moi, étant donné que c'est un tarot, il peut répondre à plein d'usages assez variés. C'est aussi la découverte que j'ai envie de faire. J'avais pas de prévision, j'avais pas de pré-ressenti ou d'attente particulière sur le Gentle Tarot pour savoir dans quelle frange de ma collection il va se ranger. Est-ce qu'il va se ranger du côté des jeux polythéistes? Est-ce qu'il va se ranger du côté des jeux animistes? Est-ce qu'il va relationner avec le côté naturel de nature, plantes, animaux, etc. de mes decks? Est-ce qu'il va ressortir au printemps ou pas? Est-ce que ça va être pour autre chose? Est-ce qu'il va être développement perso? Alors je mets des énormes guillemets parce que politiquement, je suis pas pour le développement perso. Il y a plein de choses qui sont problématiques autour de ça. On peut en faire des choses cool, mais c'est compliqué. En tout cas, voilà, c'est pas quelque chose avec lequel moi je relationne, j'affectionne, mais si je veux vous parler de type de choses que je peux faire, de tirages que je peux faire ou d'intérêt que je peux avoir, si je veux juste un mot-clé pour vous donner une idée de ce que c'est plus facile si je mets développement perso dessus. Donc voilà, fin de la parenthèse. Donc je ne savais pas pour le Gentle Tarot où ça allait se situer, donc j'attends de voir, ça fait aussi partie des choses qui seront à étudier. Au passage, j'avais oublié de le dire, mais c'est vrai que quelque part, je l'utilise en ce moment. Je l'utilise depuis le début mars. Donc il est quand même sorti à la période printanière, hein. Donc on est sur thématique naturelle, couleur, espèce de mouvement qui va vers l'avant, de croissance, etc. Donc techniquement, il match avec l'hypothèse que j'avais faite sur mes propres decks et sur ma propre façon de travailler, le Gentle Tarot. Et donc celui-ci, j'attendais de voir, parce qu'il est calé sur l'énergie du feu. Comment est-ce que je réfléchis à l'énergie feu? Comment est-ce que je la comprends métaphoriquement, réellement, etc. Et on est sur un oracle, donc c'est complètement différent. Et je lui trouve un côté vachement plus... Alors je suis désolée, j'ai pas d'autres mots, donc je vais reprendre le même. Je lui trouve un côté vachement plus développement perso que le tarot. En fait, Marie in the Sky, elle a quand même une façon d'écrire, de concevoir les idées et les concepts, notamment dans le Gentle Tarot, parce que donc il y a le livre d'accompagnement qui va avec, où je me suis dit, ouais, c'est peut-être un deck où je vais avoir du mal à faire du prédictif. Si je me base sur uniquement comment il a été conçu, ce que l'autrice en fait, les symboles qui sont dessus, et surtout si je m'appuie sur le livre, clairement,
à mon avis, on va aller vachement plus dans de l'introspectif que du prédictif. Mais, étant donné que moi, je fais bien ce que je veux, je suis pas obligée de faire comme ce que l'autrice en a pensé ou conçu, je m'étais dit, on va voir, est-ce que j'arrive quand même à faire du prédictif avec le Gentle Tarot? Pour cela, on se retrouvera plus tard, un autre jour, dans un autre vlog, pour voir si, oui ou non, j'arrive à en tirer du prédictif ou pas. Il faut que je l'utilise, beaucoup plus que ça, pour ça. J'ai réussi à l'utiliser un peu en communication, je pense, avec mes alliés, mais c'était une période pas facile, c'était pas méga clair, donc plus tard. On reviendra dessus plus tard. Et donc celui-ci, je lui ressens très clairement une vibe vachement plus tournée vers l'intériorité. Et c'est drôle parce que ça me fait beaucoup de bien, mais du coup, c'est pas forcément ce vers quoi je me tourne en premier, ou je me rends compte que ça le met dans une case à part dans ma collection, dans mes decks, dans comment et dans mon travail aussi, parce que du coup, c'est pas ce que je fais le plus souvent. Vraiment pas. Je voulais juste vous montrer la boîte, voilà, avec ce visage. Il y a du doré en fait, hein. Voilà, on le voit, ça brille un petit peu. On a aussi du doré sur la flamme au fond. Voilà, il est vraiment très très chouette. C'est une très très belle facture ce jeu. Il a une très belle énergie. Et justement, je trouve que sa boîte a vraiment été conçue d'une façon spécifique. J'ai pas de boîte pour le Gentle Tarot, si jamais je devais donner l'exemple. J'ai qu'une boîte pour le Funfire. Il y a quelque chose. Elle a conçu, elle essaye d'envoyer des énergies spécifiques dans le monde. Marine the Sky, pour moi, c'est évident. Ça se ressent dans comment elle fait le dos, ça se ressent dans quelle quantité de dorure elle met, à quel endroit elle les met, quelle était la couleur exacte du doré qu'elle a choisi parmi des dizaines. C'est vraiment assez intéressant. Et donc, il a cette vibe où il me renvoie, vraiment, il me fait plonger à l'intérieur de moi-même, ce deck. Je sais pas comment expliquer. Je me sens renvoyée à mon intériorité. C'est très très fort. Il y a un contre-exemple qui est, j'ai fait un tirage en début d'année et j'ai tiré juste une carte du My Friend Fire à la fin. Et donc j'ai quand même pu utiliser cette carte pour faire un tirage collectif. Donc c'est plutôt tirage un peu à la fois intériorisation, bilan, mais aussi un petit peu divinatoire, éventuellement communication avec la Zélie, etc. Donc je l'ai quand même mis au milieu d'un terrain mixte pour voir si ça allait marcher ou pas. Donc j'en ai tiré un truc qui est quand même différent de ce que je pourrais faire en tirage perso. Mais il a ce truc aussi très très aérien, très très élémental. Et je trouvais que même l'autre, hein, même le tirage, pardon, le tarot, Gentle Tarot, il a aussi quelque chose qui est assez intéressant au niveau des éléments. Et c'est pas quelque chose dont j'ai parlé en ligne, ni dans ma pratique tarot, ni dans ma pratique spirituelle, genre dans les vlogs au final, je me rends compte. Mais j'ai une réflexion un peu passive, un peu en arrière-fond perpétuel, hein, sur les éléments au cours de ma vie, au cours des saisons, en fonction des entités sur lesquelles je travaille, en fonction des cultures avec lesquelles je travaille. Alors le mot travail, vous mettez-le entre guillemets si vous voulez, je dis ça pour aller vite. Je vais pas faire une dissertation là, sinon on s'en sortira jamais, c'est pas l'objet. Mais donc voilà, ça serait à nuancer, ça serait à réfléchir. Mais du coup oui, Gentle Tarot, énergie avec lesquelles je bosse, l'élémental, oui, le fait de me rendre compte qu'il y a cette... Donc c'était pas que le Gentle Tarot, c'est le fait de me rendre compte que j'ai voilà, une réflexion de fond sur les événements dans ma vie, au niveau symbolique, au niveau spirituel, au niveau littéral parfois. Voilà. Et ce jeu-là me renvoie aussi à ça. Donc c'est un aspect éventuellement du travail de Marie the Sky qui pourrait m'intéresser, qui pourrait m'aider à poursuivre mes propres réflexions en me montrant comment une autre personne travaille avec les éléments, comment une autre personne travaille avec les énergies, voir si ça match avec moi ou pas. Si ça match pas, en tirer des conclusions. Si ça match, comment, vous voyez. Donc il y a plein de dynamiques désormais très auto-réflexives dans mes pratiques. Ce qui était peut-être beaucoup plus passif ou instinctif avant, mais là, j'essaye de le définir peut-être un peu plus, on pourrait dire. Donc je vais pas vous montrer tout le deck, mais voilà, il y a vraiment un truc fascinant avec ce jeu. J'avais peur d'en être déçue parce que justement, tout ce qui est plus développement personnel, c'est ce que je fais le moins. Donc je m'étais dit, oh, si ça se trouve, en fait, j'arriverai jamais à me tourner vers lui. Comme il va peut-être pas s'utiliser du tout en divinatoire, ça marchera pas. Mais en fait, je commence à sentir qu'il y a des ponts. Il y a des ponts qui peuvent se faire entre l'introspectif et le divinatoire.
Selon comment je m'engage dans le tirage, comment je pose la question, selon l'énergie ou le mood, comment on dit ça en français, l'humeur que j'ai à tel moment, je pourrais peut-être quand même switcher le deck de vibe, si vous voulez, switcher de fréquence, switcher d'emploi, d'objectif ou de dynamique. Donc c'est pareil, ça c'est quelque chose que je voudrais étudier dans l'avenir. Et vu qu'il est bourré de couleurs et qu'il est bourré d'éléments, etc., tout comme le Gentle Tarot, c'est intéressant de le ressortir, sortir tout court, parce que je l'ai reçu très récemment. C'était 2026, soit c'était janvier, soit c'était février. Mais voilà, de le sortir maintenant et d'arriver à l'utiliser maintenant, ça match avec la vibe printanière, je trouve. Ça met en relation avec quelque chose qui vibre dans mon environnement direct, dehors, autour de moi, le monde, et ça me met aussi en relation avec un truc qui se développe à l'intérieur de moi au printemps. Donc c'est très intéressant de voir peut-être un outil qui va me permettre de faire la jonction entre ces deux mondes, pour communiquer entre les deux, ou pour communiquer avec moi-même, pour voir peut-être quelle place je peux trouver dans le monde. Il y a ça, il y a un peu de ça. Et je trouve qu'il a une vibe aussi qui est, comment dire, proche, je sais pas comment vous dire. Vibe, c'est peut-être pas le bon mot non plus, mais en tout cas, il m'a rappelé ce que je ressens quand je tire le Reclaim Oracle. Pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas bonne mémoire, je suis allée chercher la boîte. Donc le Reclaim Oracle, c'est celui-ci, qui est fait par une francophone qui habite au Canada, donc c'est aussi de l'indé. Et donc c'est un jeu, au niveau des couleurs, on pourrait dire rien à voir, hein, parce que c'est uniquement bicolore, c'est uniquement noir et rose. Donc c'est hyper sobre, mais ce travail sur le corps, la physicalité, ce qu'on ressent, il y a un côté du coup énergie des émotions aussi, et quand je pose des questions à ce jeu, je travaille sur ce que moi je ressens, je vous dis, il me renvoie à mon intériorité et pas à l'extérieur. Il y a un peu de ça. Donc quelque part, je leur ai trouvé quelque chose de commun, que j'ai envie d'explorer. Je vais voir si ça se confirme ou pas. Peut-être aussi du coup que j'ai trouvé un compagnon. J'avais du mal à tirer le Reclaim. Peut-être que je vais pouvoir le tirer avec autre chose, avec quelques comment dire, détails visuels en plus quelque part, avec des énergies en plus pour faire des pairs, comme disent les anglophones, pairing. Ils mettent un deck et puis ils mettent deux autres decks autour, ou un seul deck et au milieu et deux cartes du même autour. Je vais y arriver. Alors je peux vous les mettre à l'endroit pour que ce soit plus facile. La déconnexion, le fait de s'ouvrir, et la question des liens silencieux. Ou au contraire, la question de la déconnexion et de l'ouverture du cœur, mais de faire pause. Ou de se sentir exactement à sa place. Ça pourrait très très bien vibrer. Honnêtement, alors je suis désolée, j'ai le mot vibrer à la bouche toutes les 5 minutes aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il a le même genre d'affinité sur le travail intérieur. C'est hyper intéressant, donc j'ai hâte de voir. Évidemment, celui-ci, il est beaucoup plus falateur, parce que visuellement, c'est un doudou. Hein. Je dois vous avouer, c'est vraiment très doudou. C'est juste beau à regarder, c'est plaisant. Les cartes sont très douces à manipuler. C'est pas tout à fait pastel, mais un peu quand même. Donc c'est très chouette. Et il parle quand même de choses qui sont vastes et qui pourraient très bien, donc j'attends de voir, qui pourraient relier à l'environnement, donc qui pourrait parler à une pensée animiste de son environnement, de son territoire. Ça pourrait parler aussi du rapport à différents types de royaumes, à l'autre monde, différents types d'entités. J'attends vraiment de voir. Et en attendant, j'ai identifié, voilà, ce travail, cette façon d'approcher, cette approche, cette dynamique avec ces deux decks-là, qui les met en relation, qui les met en écho. Et donc je me dis, il y a peut-être une clarification dans mes pratiques sur quel type de tarot, quel type de carte je propose ou pas. Et je propose pour moi-même, hein, quel type de pratique je peux avoir. Est-ce que finalement c'est toujours prédictif? Est-ce que je fais aussi des tirages qui sont plus de découverte ou de clarification de son paysage intérieur, des choses qui vont être émotionnelles? Est-ce que je pourrais me servir plus des cartes comme un ancrage dans le quotidien? Resterait à savoir ce qu'on entend par ancrage, et resterait par savoir ce qu'on veut dire, comment s'ancrer dans le quotidien à l'aide d'une carte. À ce sujet, j'ai entendu des vidéos de Katou Tarot là-dessus. C'était des vlogs. Je sais pas quel vlog c'était. Si jamais Katou, un jour tu écoutes cette vidéo, n'hésite pas à écrire en commentaire quelle est ta vidéo à laquelle je fais référence, parce que tu dois le savoir, et mets le lien, parce que vraiment, je pense que ça pourrait intéresser plein de gens.
Je sais plus, mais c'était un vlog où tu avais vraiment expliqué ce que tu voulais dire par l'ancrage dans le quotidien avec tes cartes. Bon bref. Donc plein de questions, voilà. C'est une porte qui s'ouvre, je viens de les avoir, j'avais des présupposés et d'autres pas du tout. Voilà, j'avais envie de voir ce qui vient et là je vous donne une piste, une ouverture, une découverte très brute, très brouillonne de qu'est-ce que j'observe. J'ai observé pour l'instant sur ces trucs-là, où est-ce que je vais aller avec ça? Est-ce que ça va confirmer, pas se confirmer? Est-ce que là, j'ai une autre interrogation qui serait, maintenant que j'arrive peut-être à comprendre mieux dans quel contexte je vais tirer le My Friend Fire, quel type de tirage il peut permettre de faire? Est-ce que ça m'aiderait pas à comprendre dans quel cas le Reclaim Oracle m'aiderait? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à faire et comment je pourrais le tirer mieux? Parce qu'il est honnêtement délaissé et je trouve que c'est pas, ça me satisfait pas. Je voudrais qu'il ait une place plus clarifiée dans mon cheminement avec les cartes et qui me soit plus utile parce que c'est vraiment un jeu que j'adore en plus. C'est ça qui est ouf. C'est un jeu que j'adore, mais je m'en suis pas vraiment servi. Donc je l'ai regardé. J'ai eu des moments où je me pose avec une carte et je ressens des choses sur la carte, mais c'est pas du tirage, c'est pas de la pratique vraiment. Donc, à voir, voilà, à voir dans l'avenir. Je vous fais une introduction à la conclusion, parce qu'en fait, je vais devoir changer de cadre. Mais pour changer de cadre, si je ne veux pas vous donner envie de vomir, il va falloir que je coupe la vidéo et ensuite que je la rallume une fois que j'aurai changé de cadre. La dernière partie de cette vidéo, c'est juste pour vous montrer un objet, un endroit visuel qui pourrait vous illustrer une des grandes lignes des réflexions que j'ai eues ces 4 derniers mois, dont j'ai encore jamais parlé sur la chaîne, ni cette année ni les années d'avant. J'en ai beaucoup parlé avec Katou Taro justement sous ces vidéos ou en off. Et j'aimerais bien faire un vidéo response, ils appellent ça, donc une réponse vidéo à de la communauté anglophone sur certains tags, vraiment sur comment on fonctionne sur sa collection. J'hésite à faire 2 vidéos, une anglophone, une francophone, ou faire une double, ou je sais pas comment me démerder, mais c'est tellement intéressant. Mis à part mes proches qui savent comment je fonctionne au niveau de ma collection, et ou éventuellement les anciennes personnes qui étaient sur Patriots en 2020-2021 et qui ont eu accès à la série collection, c'est pas des choses qui sont développées ici. Donc je m'étais dit que ce serait vraiment cool de les faire. Donc ça fait partie des projets vidéo sur ma collection, sur le vidéo response, et sur éventuellement des vidéos aussi supplémentaires, des espèces de thématiques qui pourraient être récurrentes sur la chaîne. Il y en avait une que j'aurais pu caser, d'ailleurs, attendez, sur ces jeux-là, je vous le dis tout de suite. J'ai une série où j'ai pris des notes, en fait, sur des decks en particulier. Enfin, j'ai noté leur nom, j'ai pas vraiment noté ce qu'il y avait en dessous, mais j'ai noté un titre de série et 2-3 petites notes pour la ligne directrice, qui est les jeux oubliés de ma collection. Ce qui veut dire des jeux que j'ai pas utilisés depuis très longtemps. Et aussi les jeux oubliés du monde du tarot. Des jeux qui soient récents ou anciens, mais pas mal d'anciens aussi, qu'on ne voit jamais. On ne voit jamais, enfin en tout cas, je n'y suis plus, donc je sais pas, mais on les voyait jamais sur Instagram. Je les ai pas retrouvés sur des blogs et je les retrouve pas non plus sur YouTube. Donc voilà, retrouver des pépites comme ça, alors pépites, j'en sais rien, mais c'est-à-dire des choses rares, des choses pas beaucoup vues. Mais je préfère dire des jeux oubliés que des jeux rares ou des trucs comme ça, parce que l'idée c'est ni de pousser les gens à acheter, ni de faire une espèce de forcing sur les jeux épuisés, etc. Ah là là, qu'est-ce que c'est rare, machin, ou que des gens veuillent aller acheter des trucs et en fait ils le trouvent pas et ça coûte un rein, enfin. J'ai pas envie de nourrir ça, j'en ai déjà parlé, c'est pour ça que je faisais plus de revues. Mais là, je trouve qu'il y a des choses qui, en fait, pour moi, elles font partie de l'histoire de l'imprimerie, du tarot, comment dire, l'histoire de l'édition du tarot, et l'histoire aussi de l'édition indé. Comment c'était le monde de tarot de l'indé dans les années 2010 versus maintenant, c'est pas du tout le même monde. Il y a des choses qui sont également un peu antérieures, mais j'étais pas encore arrivée dans le milieu, donc j'ai moins accès, parce qu'il y avait quand même des jeux édités à des toutes petites impressions déjà avant, mais je connais pas trop. J'en ai juste découvert 2-3. Bref, donc l'idée, ce serait de montrer des jeux pour avoir une sorte d'aperçu de ce qui a existé à telle période. Qu'est-ce qu'on faisait, des thématiques qui étaient parfois très traitées, puis qui ont été abandonnées, ou au contraire des thématiques qui n'ont jamais été traitées ni à l'époque, ni depuis, on les voit plus. Vous aider à vous faire aussi, en fait, plutôt vous donner une idée de vos goûts, non pas dans l'idée je vais acheter tel jeu, mais de me dire qu'est-ce qui me plaît ou qu'est-ce qui me plaît pas dans tel jeu. Ce qui est agréable en fait sur YouTube aussi, c'est justement de voir des jeux être manipulés dans les mains de quelqu'un
visuellement et pas juste une photo. Parfois c'est vraiment mieux quand c'est pas figé, je sais pas comment vous dire, il y a de la vie, il y a de l'énergie qui passe, on a une idée de ce que ça peut donner dans les mains. Si possible aussi de les voir en tirage. Moi je trouve que voir un jeu en tirage par quelqu'un c'est vraiment hyper utile pour se donner une idée de si on va l'apprécier ou pas et de si ça va parler ou pas. Et j'ai perdu mon fil. Pourquoi utiliser ces jeux, c'était ça? Oui, voilà, présenter ces jeux, mais pas forcément pour l'achat. C'est pas pour donner envie. C'est pour proposer une réflexion, voir des choses. Et je me dis que peut-être si j'en sais rien, ces jeux sont jamais montrés ou quoi, ou sont rares, ou est-ce que s'il y a une vidéo YouTube qui pop dessus, on pourra faire une espèce de chaîne. Est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent encore dans les commentaires ou quoi? Est-ce que il y aurait d'autres créatrices de contenu, j'aime pas le terme, mais en ligne sur YouTube qui pourraient connaître des jeux? Est-ce qu'on pourrait se remettre à en parler? Est-ce qu'on pourrait avoir des témoignages de gens qui les ont utilisés ou pas? Voilà. J'en sais rien, mais il y a cette idée de truc un peu d'hameçon, pas d'hameçon, mais de bouteille jetée à la mer. Et dans tous les cas, je trouve que ce serait intéressant sur, comme dit, je trouve sur l'histoire de ce milieu-là, de la cartomancie moderne, comment elle a évolué, ce qu'elle a pu être à un moment donné. Il y a des jeux que je vais plus utiliser du tout aussi, peut-être dire pourquoi. Et comme dit, revisiter aussi ma collection au fur et à mesure en disant pourquoi tel jeu je bloque, lui je l'ai pas utilisé depuis tant de temps, lui je l'ai pas utilisé depuis tant de temps, pourquoi remettre au goût du jour des trucs comme ça. Et du coup, la partie de la vidéo que vous allez voir après qui va être très courte, c'est le fameux thème du decluttering, de est-ce que je fais du tri dans ma collection ou pas, tous les combien. Il y a également des questions sur ça dans le video response dont je vous ai parlé, c'est pour ça que j'aimerais bien le faire. Mais je pense que je pourrais aussi faire une vidéo spéciale autre sur ce terme-là, sans que les deux se chevauchent en fait. Il y a tellement de choses à dire que ça vaudrait le coup. Donc voilà, faire du tri dans sa collection, quand, comment ça fonctionne. Et donc en fait je vais juste vous montrer ici un batch. Et je me dis que ça peut servir d'annonce quoi. Voici une vidéo que j'aimerais bien faire sur la chaîne cette année. Parmi des tonnes de vidéos, parce que j'ai plein d'idées. Et je n'ai pas oublié non plus que j'ai toute la série sur l'oracle de la Morrigan qui n'est pas du tout terminé, j'ai plein de cartes à faire, et j'ai aussi une vidéo comparative entre ce deck là et l'oracle de Stephanie Woodfield que je voudrais faire, et j'ai dans les cartons là la vidéo justement sur l'oracle de la Morrigan, Call of the Morrigan de Stephanie Woodfield, elle est tournée, il faut que je vous la poste, à l'heure où je tourne cette vidéo vous l'avez pas encore vue, mais c'est prévu, ça va être publié cette année là, ça va être publié ce mois-ci j'espère. Voilà, donc je vous laisse là. On se retrouve juste après avec la dernière partie de pré-annonce visuelle sur le decluttering, le downsizing collections, ce genre de sujet-là. Donc réduire sa collection ou pas, trier sa collection ou pas, etc. Je vais essayer de ne pas trop trembler, ce qui va être très difficile avec la maladie, mais je vais faire ce que je peux. Donc nous y voici. Vous avez sous les yeux un carton que j'ai rempli de tarot. Mon but, c'est que récemment donc, je me suis mise à réfléchir à plein de trucs, les jeux que j'utilise, les jeux que j'utilise pas, etc. Est-ce que je donne, est-ce que je revends, est-ce que je garde tout parce que je considère que c'est ok d'avoir une collection malgré tout, pour ce que ça a représenté sur moi dans le passé, pour, comme dit l'histoire de la cartomancie, de l'édition, plein de choses. Mais j'ai commencé du coup à mettre en pratique et ne pas juste rester dans ma tête. Et donc pour ça, j'ai sorti un carton et je me suis dit, je vais le remplir au fur et à mesure de decks où je me dis, lui, est-ce que ça fait pas longtemps que je l'ai pas utilisé? Lui, est-ce que ça fait pas longtemps où je me suis dit, je l'utilise plus et je sais qu'il me plaît plus, donc est-ce que je devrais pas le revendre? Tout ce genre de choses. Donc en fait, vous avez à la fois les Forgotten Decks, les decks oubliés de la cartomancie, du monde de la cartomancie qu'on voit jamais, mais il y a aussi des decks oubliés de ma collection où je m'en sers plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux m'y remettre? Est-ce qu'ils sont alignés encore avec ce que je suis aujourd'hui? Est-ce qu'ils m'intéressent? Ce genre de choses. Voilà. Et donc là, j'ai une petite liste. Je peux pas tout vous montrer. Mais donc en fait, j'ai vraiment mis plein de trucs là-dedans. Donc voilà. Pour les personnes qui, visuellement, peuvent agrandir ou quoi, vous aurez un teasing de ce dont on peut parler ou pas. Mais en fait, techniquement, je m'étais dit que ce serait bien que je prenne une heure, je sais pas combien de temps ça peut durer, sinon il faut que je le coupe en bout, mais je voulais vous présenter cette caisse en fait. Mon objectif c'était ça, vu que j'ai fait un premier batch ici, vous montrer les decks que j'ai pris et pourquoi, et vous dire voilà, quelles sont les questions que je me suis posées dessus, pourquoi ils sont sortis de ma bibliothèque et qui se retrouvent dans un carton, est-ce que je les revends, je les redonne, machin, voilà, ce genre de choses-là. Et il y a des jeux en fait que j'aimerais bien aussi probablement en fait présenter sur la chaîne,
avant de les donner ou de les vendre si j'en parle plus. Il y a plein de jeux qui sont vus nulle part et où je m'étais dit, bah, est-ce que ça vaudrait pas le coup voilà, pour la postérité, une espèce de côté un petit peu archiviste, faire une vidéo dessus qui soit pas du tout une review approfondie ni rien. Est-ce que c'est dommage? Oui, sûrement, mais en fonction de mes moyens et de la mesure de ce que je peux donner, il y a des jeux qui mériteraient d'avoir une petite vidéo quand même malgré tout, quoi. Voilà, donc ça c'est un projet de vidéo, et c'est un projet qui, même si une vidéo ne vient pas, en fait, moi c'est mes pratiques, c'est ma pratique du tarot. Ça va être à l'étude pendant X mois, il va falloir que je revienne dessus, il va falloir que je dégage du temps, ce qui va pas être simple non plus. Ça se trouve, je vais rester 1 an dessus, on sait pas, hein, ça peut être beaucoup plus long que ça, parce que mon énergie étant très limitée, ça sera peut-être pas simple. Mais voilà. Voilà le projet. Donc, comme je sais que j'ai déjà fait une vidéo méga longue, je vais pas m'attarder sur cette partie. J'espère que vous m'en voudrez pas. Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, sur cette caisse, sur les jeux, sur ci, sur mi, surtout, n'oubliez pas, posez toutes vos questions en commentaire. Si j'ai dit un truc pas clair, je me suis trompée de mot, il y a un mot qui manque, un truc bizarre, pareil. Dites-moi où et quand, à quel moment de la vidéo est-ce que j'ai dit ça, mettez-moi le timecode et puis je reviendrai dessus et je ferai du mieux que je peux pour vous répondre. Mais en attendant, je vous dis, prenez soin de vous, belle exploration du tarot par chez vous, et puis on se retrouve la prochaine fois.